Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour à vous et bienvenue dans cette salle pour un énième enregistrement de notre leçon qui porte sur l'œuvre du professeur camerounais Ebenezer Njomwele, œuvre intitulée « De la médiocrité à l'excellence » avec pour sous-titre « Essai sur la signification humaine du développement ». Alors, nous l'avons dit, l'œuvre de Njomwele est une redéfinition des concepts. Vous, les candidats au baccalauréat, vous devez le savoir. Et dans la logique de la redéfinition de ces concepts, eh bien, notre auteur se propose d'examiner différents concepts qui seraient en rapport ou qui sont en rapport avec la question du développement qui est sa question centrale. C'est dans cette logique que nous avons examiné depuis notre premier chapitre le faux problème de la pauvreté qui s'ignore. Ensuite, nous sommes passés au deuxième chapitre intitulé La misère de l'homme, puis le troisième chapitre L'homme critique, le quatrième chapitre La modernité, la médiocrité, pardon. Le cinquième chapitre, la modernité, et aujourd'hui, nous étudions notre sixième chapitre qui porte sur le bien-être et le bonheur. Des concepts qui sont couramment utilisés en Afrique sous-développée. Alors, la question qui se pose d'une manière générale, avant que nous n'entrions dans le texte qui fera l'objet de cette séance, la question qui se pose, c'est la question de savoir qu'est-ce que le bien-être et quel est son rapport avec le bonheur. C'est-à-dire, quelle est la relation qui existe entre le bien-être et le bonheur. Est-ce qu'il s'agit d'une relation de similitude ou est-ce qu'il s'agit d'une relation d'opposition? Encore même, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Alors, nous nous rappelons que depuis la préface de l'œuvre, notre auteur avait déjà donné quelques pistes, donc quelques éléments qui étaient de nature à nous faire comprendre quelle était sa position en rapport avec le bien-être. Eh bien, dans cette perspective, nous avons vu que Njomwele soutenait à grand renfort que même si tout le monde parle de bien-être, pour ce qui concerne la question du bonheur, le bonheur est une affaire individuelle. Une thèse qui a semblé forte et qui a suscité beaucoup d'interrogations. Parce que pour un auteur qui se propose d'envisager une théorie du développement, et donc un développement qui se veut général, comment peut-il soutenir que le bonheur est une affaire individuelle? Alors, nous avons analysé depuis cette préface que la question du bonheur est une question individuelle parce que c'est chaque individu qui est capable de déterminer qu'est-ce qui fait son bonheur et que par conséquent, le bonheur ne serait pas lié à la finalité du développement. C'est-à-dire que lorsqu'on observe dans notre vie ordinaire, on se rend compte que une bonne partie des individus, en tout cas la tendance générale, consiste à admettre que le bonheur réside dans un état de plénitude et même le bien-être. Donc, du point de vue général, il y a comme une assimilation entre bien-être et bonheur, étant entendu que ce bien-être et ce bonheur consistent à jouir, n'est-ce pas, d'un bon nombre de biens matériels qui garantissent notre sécurité ou alors qui garantissent notre survie. Notre auteur, depuis cette préface, s'est insurgé contre cette conception en nous faisant comprendre que le bonheur est une affaire individuelle, puisqu'on peut trouver des gens qui vivent dans une plénitude matérielle, mais qui pourtant sont dans le malheur, ce qui était de nature à faire comprendre qu'effectivement, le bonheur est lié à chaque individu pour ce qui concerne la conception de notre auteur. En rapport avec ce chapitre, puisque là il s'agissait de la préface, le bien-être et le bonheur, lorsque l'auteur entame son analyse, il nous fait comprendre qu'il y a une distinction utile, n'est-ce pas, et non négligeable qu'il faut savoir établir entre le bien-être et être bien, n'est-ce pas?
Je vais noter cela au tableau pour que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Donc, le bien-être est différent de être bien. Vous êtes bien parce que vous avez bien mangé, parce que vous êtes bien logé, parce que vous êtes bien nourri, mais cela ne signifie pas le bien-être. Si vous nous avez suivis depuis le début, vous comprenez que lorsqu'on parle de l'être de l'homme, c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'homme, on parle de l'être doté de raison. Eh bien, dans cette logique, le bien-être, c'est-à-dire le bien de l'être, l'homme, l'être entendu comme l'homme, c'est-à-dire l'être doté de raison, alors le bien de l'être serait le bien de la raison. Si c'est donc le cas, alors on voit bien tout de suite que eh bien, notre auteur est en train de jeter un doute sur la manière avec laquelle les gens assimilent grossièrement le bien-être au bonheur. D'où la distinction utile entre le bien-être et être bien. Donc, ce débat étant posé, il est maintenant question de savoir comment est-ce que notre auteur s'insurge contre la compréhension que l'on a du bien-être en Afrique sous-développée, puisque nous l'avons fait remarquer, étant entendu que l'œuvre de Njomwele est une œuvre de redéfinition des concepts, le concept ou alors les concepts qui sont mobilisés ici en rapport avec le bien-être et le bonheur sont des concepts qui, du point de vue de la compréhension ordinaire, posent problème. Il est donc question, en rapport avec le texte que nous avons choisi, de se demander quelle est l'idée, n'est-ce pas, qu'on se fait du bien-être en Afrique sous-développée et de montrer qu'est-ce que Njomwele reproche à cette conception ordinaire avant d'envisager le point de vue de l'auteur qui se propose de réorienter notre conception du bien-être. Alors, nous y allons parce que notre consigne traditionnelle pour ce qui concerne le sujet nous dit, comme toujours, de dégager l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée. Le texte commence par « Le bien-être ne saurait donc être ramené jusqu'à l'accomplissement total de soi ». Ce texte se trouve à la page 80 de votre édition de l'œuvre d'Ebenezer Njomwele. Alors, comme j'aime à le dire, avant de commencer votre travail sur votre feuille de composition à l'examen, il est toujours nécessaire de procéder à une analyse et compréhension du sujet. Donc, dans cette logique, vous devez commencer par votre lecture détaillée du texte dans laquelle vous allez faire ressortir votre contenu à la fois explicite et implicite qui va vous permettre de cerner le fond de ce que dit l'auteur dans son texte. Nous allons donc faire la lecture de cet extrait pour que, ensemble, nous puissions saisir la quintessence même de ce que dit Njomwele. Alors, l'auteur écrit: le bien-être ne saurait donc être ramené à la jouissance de la sécurité, c'est-à-dire à la certitude de vivre demain et après-demain. Donc, nous allons effacer cela et nous allons mettre là le bien-être ne saurait donc, ça veut dire qu'il y a une relation de contradiction ou une relation d'opposition, ne saurait donc, on se rend compte que notre auteur est dans la contestation. Donc le bien-être ne saurait donc être ramené à la jouissance de la sécurité. Le bien-être n'est pas jouissance de la sécurité. Le bien-être n'est pas la certitude de vivre. Le bien-être n'est pas la garantie, on pourrait encore le dire comme ça, n'est-ce pas? La garantie de la survie. Qu'est-ce qui pourrait garantir notre survie? Il faut commencer par se poser cette question pour savoir, n'est-ce pas, ce que Njomwele entend par là. Nous garantissons notre survie, par exemple, lorsque nous avons satisfait nos besoins fondamentaux. Alors, on comprend dès lors que d'entrée de jeu, il est en train de contester, n'est-ce pas, la compréhension commune du bien-être qui consiste à dire que si nous avons garanti notre survie parce que nous avons satisfait nos besoins fondamentaux, alors nous sommes dans le bien-être. Il nous reste à savoir pourquoi l'auteur dit que le bien-être ne réside pas dans cet état de plénitude. Nous poursuivons. Il découle de cela que la satisfaction des besoins fondamentaux
ne nous garantit pas le bien-être, mais seulement l'être. Si la satisfaction des besoins fondamentaux ne nous garantit pas le bien-être, eh bien c'est parce que ça nous garantit simplement l'être. Donc il y a une distinction entre le bien-être et l'être. Nous allons changer de marqueur. L'être égale homme, on l'a dit, c'est-à-dire l'être doté de raison, puisque l'homme, c'est le sujet doté de raison. Alors, la satisfaction des besoins fondamentaux ne nous garantit pas le bien-être, ça ne nous garantit que l'être, c'est-à-dire ça ne garantit que notre survie. Traduction, en satisfaisant nos besoins fondamentaux, nous avons la certitude de vivre demain et après-demain. Donc, nous assurons la reconduction brute de notre être et nous avons la certitude aujourd'hui que nous n'allons pas mourir demain parce que nous n'aurions pas satisfait nos besoins fondamentaux. Donc, on voit très clairement qu'il y a une distinction qu'il y a entre l'être, l'homme, qui doit simplement assurer sa survie. Il mène une sorte d'existence animale qui doit aussi manger pour garantir sa survie. Et il y a le bien de l'être, étant entendu que l'être, c'est l'être doté de raison, qui n'est plus lié, n'est-ce pas, à la garantie de la survie. Parce que pour que la raison se perfectionne, elle n'a pas besoin de se nourrir tel qu'on le dit ordinairement. Nous poursuivons. Donc, nous rappelons, et il découle de cela que la satisfaction des besoins fondamentaux ne nous garantit pas le bien-être, mais seulement l'être. Nous venons de l'expliquer. Et le luxe véritablement humain est celui de la qualité. Vous allez écrire le luxe de l'homme. Donc le luxe de l'homme, c'est celui de la qualité. Il s'agit de la qualité de vie, n'est-ce pas? Et non plus de la quantité. Il faut établir cette distinction. Le luxe de l'homme, l'homme vit dans le luxe quand il se soucie de la qualité de l'existence qu'il veut mener. C'est celui de la qualité, car, dit l'auteur, le problème du bien-être et du bonheur concerne non pas le simple fait, mais la manière bonne ou mauvaise, humaine ou bestiale, libre ou soumise d'exister. Cela signifie que la question de savoir qu'est-ce que le bien-être est en rapport avec la question de l'amélioration qualitative de l'existence et non de son amélioration quantitative. Conséquence, vous pouvez jouir, n'est-ce pas? Vous pouvez posséder un excédent de biens matériels qui vous permettrait de satisfaire vos besoins fondamentaux durant toute votre vie, mais cela ne signifie pas pour autant que vous êtes dans le bien-être parce que l'excédent de besoins de biens matériels n'a rien à voir avec la qualité de l'existence qu'on veut mener. Si on s'inscrit dans cette logique, on comprend, n'est-ce pas, par anticipation, que la satisfaction des besoins fondamentaux est antérieure au bien-être. C'est-à-dire que ce n'est que parce qu'on a satisfait, n'est-ce pas, nos besoins fondamentaux, qu'on peut ensuite penser à l'amélioration qualitative de son existence. Mais le simple fait de satisfaire ses besoins fondamentaux ne signifie pas que vous avez le bien-être, ça signifie simplement que vous avez garanti votre sécurité. D'où le fait que la famine, par exemple, représente la condition de la sécurité de l'Africain des pays sous-développés, et pas que de l'Africain des pays sous-développés pour tout homme. Il faut garantir la sécurité, c'est-à-dire résoudre le problème de la famine, parce qu'en résolvant le problème de la famine, justement, vous pouvez garantir votre survie. Nous poursuivons. De la même manière, dit l'auteur, il fait une sorte d'analogie maintenant, de la même manière que l'enfant renaît d'une naissance véritablement humaine en accédant à l'âge de raison, l'homme ne commence à exister vraiment que lorsqu'il accède au souci de la qualité de l'existence qu'il veut mener. Alors, quand l'auteur dit de la même manière que l'homme renaît, n'est-ce pas, lorsqu'il accède à l'âge de raison, cela nous fait comprendre qu'il y a comme une double naissance chez l'homme. Il y a la naissance biologique,
les marqueurs nous font un peu défaut. Donc, il y a la naissance biologique qui est opposée à la naissance de la raison. La naissance biologique est la naissance naturelle de l'homme lorsque l'homme vient au monde en sortant des entrailles de sa maman. Il s'agit de la naissance biologique lorsque vous venez au monde. Mais le simple fait, nous l'avons vu dans les chapitres antérieurs, le simple fait de venir au monde dans la logique de Njomwele ne signifie pas que vous êtes un homme au sens rigoureux du terme. C'est-à-dire, ça ne signifie pas que vous avez accédé à votre véritable humanité. Vous accédez à votre véritable humanité lorsque vous prenez conscience que ce qui vous distingue fondamentalement de tous les autres êtres vivants, c'est la raison, et que vous vous comportez comme tel. Se comporter comme tel, c'est se comporter de manière rationnelle et libre. Rappelez-vous que dans les textes précédents, nous avons dit que selon Njomwele, il y a une distinction qu'il faut établir entre le sous-homme et l'homme véritable. Le sous-homme serait celui qui est incapable d'être rationnel dans son comportement et qui n'est pas libre. Par opposition à cela, l'homme véritable, c'est-à-dire l'homme qui a accédé à sa véritable humanité, c'est celui qui est rationnel dans son comportement et qui est libre, c'est-à-dire qui peut penser par lui-même. Donc, l'analogie ici est bien respectée. La naissance biologique, c'est la naissance naturelle de l'homme. Et la naissance à la raison, c'est lorsque l'homme accède pleinement à toutes ses potentialités, en ce sens où il est capable d'être rationnel dans son comportement et de penser par lui-même, ce qui n'est rien d'autre que la liberté. Bien, donc nous poursuivons. Par conséquent, la recherche de la qualité, Njomwele, ne serait un luxe que pour un point de vue de sous-homme. Vous voyez, nous en parlions tout à l'heure, cette expression de sous-homme revient encore. C'est le sous-homme qui regarde la qualité de vie comme étant un luxe. Nous pouvons prendre un petit exemple pour que vous essayiez de bien comprendre cette situation. En Afrique sous-développée, chez nous au Cameroun, vous verrez dans la rue des gens qui se lèvent bon matin pour emmagasiner toute une tonne de choses comme ça à manger, n'est-ce pas? Donc, contrairement à celui qui se pose la question de savoir qu'est-ce qui est qualitativement bon pour lui, vous avez deux individus, un qui se soucie de la quantité et l'autre qui se soucie de la qualité. Alors, vous allez vous rendre compte que dans la majeure partie des cas, celui qui se soucie de la qualité, n'est-ce pas, dépense même moins d'argent que celui qui se soucie de la qualité, contrairement à ce dernier qui veut satisfaire ses besoins fondamentaux dans le cadre quantitatif. Et donc, dans cette logique, on voit très clairement que celui qui se soucie de la quantité regarde celui qui se soucie de la qualité comme étant un homme qui vit une vie de luxe. Donc, c'est la raison pour laquelle Njomwele considère que la recherche de la qualité n'est telle que d'un point de vue de sous-homme, c'est-à-dire d'un point de vue de celui qui n'a pas accédé pleinement à ses potentialités de rationalité et de liberté. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi établi, selon Njomwele, la distinction entre le sous-homme et l'homme véritable qui est caractérisé par la rationalité et la liberté. Donc, la recherche de la qualité n'est un luxe que d'un point de vue de sous-homme ou d'animal. Vous voyez, les mots sont forts. Un point de vue de sous-homme, un point de vue d'animal. Pour qui la victoire quotidienne sur la mort, la sécurité élémentaire sont les seuls et vrais soucis. Le sous-homme, c'est-à-dire celui qui se comporte comme un animal, c'est celui pour qui les seuls soucis sont la satisfaction des besoins fondamentaux. C'est l'Africain ou le Camerounais qui vous dit, étant donné que j'ai mangé aujourd'hui, ça suffit. On attend demain. Il a satisfait ses besoins fondamentaux. Donc tout se passe comme si la garantie de la sécurité était une fin en soi, au sens où s'il a satisfait ses besoins fondamentaux à sa guise, eh bien il a atteint le bien-être. On voit bien que Njomwele s'insurge contre cette conception
et assimile ça à une vie d'animal parce qu'il n'y a que, effectivement, les animaux pour qui le seul souci, c'est la garantie de la survie. Si vous voyez un lion dans la savane, il n'a pour seul souci que de garantir sa survie et d'attendre d'être dans une situation de manque pour encore garantir sa survie, mais il n'en est pas, n'est-ce pas, pour les hommes. Nous achevons. La recherche du bien-être ne répond donc pas directement aux besoins fondamentaux de sécurité. C'est-à-dire que le bien-être ne vise pas la sécurité, nous l'avons dit là, n'est-ce pas? Ne répond donc pas directement aux besoins fondamentaux de sécurité, mais à un autre besoin. La recherche du bien-être répond à un autre besoin qui prend appui sur le besoin de sécurité pour se satisfaire. Ce besoin que recherche le bien-être, c'est l'accomplissement total de soi. Donc, c'est l'accomplissement total de soi, n'est-ce pas, que vise le bien-être. L'accomplissement total de soi. Cet accomplissement total de soi, c'est l'accomplissement total de l'homme en tant qu'être doté de raison. Il doit s'affirmer pleinement en tant qu'il est un être libre et rationnel dans son comportement. C'est sa capacité à être rationnel et libre en toute situation qui peut lui permettre d'être dans une recherche constante du bien-être et par conséquent éviter de penser que le bien-être résiderait effectivement dans la jouissance de la sécurité. Donc, on voit bien qu'une fois de plus, conformément à la logique argumentative de l'auteur, ce dernier remet en question, n'est-ce pas, conteste, s'insurge contre une certaine image du bien-être en Afrique sous-développée. Une image du bien-être qui réside dans la jouissance de la sécurité, qui garantit que l'on ne va pas mourir demain parce qu'on n'a pas satisfait ses besoins fondamentaux. Voilà pour ce qui concerne la lecture détaillée du texte, qui vous permet de cerner la quintessence même de ce qui est dit dans cet extrait. Et une fois que vous l'avez achevé, eh bien, vous devez poursuivre avec les différents éléments de votre analyse, à savoir le thème, le problème, la thèse, les articulations, ainsi que la problématique. Donc, maintenant que nous avons achevé avec notre lecture détaillée du texte, nous pouvons, comme à l'accoutumée, passer à notre identification du thème qui repose sur le champ lexical qui est majoritaire, justement, dans ce texte. Vous allez vous rendre compte que si vous avez bien analysé votre texte, si vous l'avez bien étudié, en faisant ressortir les contenus implicites et explicites, c'est de manière intuitive que le thème va se présenter à vous. Et là, il ne faut pas être sorcier pour se rendre compte qu'effectivement, dans cet extrait, il est question du bien-être. Et donc, nous écrivons que le texte porte sur le bien-être. Donc, le bien-être. On sait déjà que la théorie du développement que fait John Mollès, c'est une théorie du développement de l'Africain, donc il n'est pas nécessaire de préciser qu'il s'agit du bien-être de l'Africain. Après avoir identifié notre thème, il est question de savoir quelle est la préoccupation fondamentale de l'auteur. Et nous l'avons dit lorsque nous faisions notre analyse détaillée du texte, en rapport avec le fait que l'auteur remet en question une certaine conception du bien-être, la conception commune du bien-être en Afrique sous-développée. Donc, il remet en question la manière avec laquelle l'auteur, les Africains perçoivent, le bien-être, ce qui nous fait comprendre qu'il s'interroge sur la question de savoir quelle est la nature du bien-être. Et c'est cela que nous écrivons. Quelle est la nature du bien-être? C'est une autre manière de dire qu'est-ce que le bien-être. Parce que je vous l'ai fait savoir, il ne faut pas vous focaliser sur la formulation que nous avons ici. Quelle est la nature du bien-être? Qu'est-ce que le bien-être? Comment peut-on définir le bien-être? Qu'est-ce qui caractérise le bien-être? Il s'agit là du même problème, mais avec des formulations variées, c'est-à-dire avec des formulations différentes. Après avoir identifié notre problème, il est maintenant question de déterminer la thèse de l'auteur, qui n'est rien d'autre que la réponse, justement, à cette question de savoir quelle est la nature du bien-être.
nous avons insisté, n'est-ce pas, sur l'approche qui consiste à déterminer le problème à la forme interrogative. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il sera beaucoup plus facile pour vous, de déterminer la thèse, étant entendu que cette thèse est la réponse au problème. Alors, conformément à notre explication, on comprend que John Moelle s'insurge contre la conception commune du bien-être qui résiderait dans la jouissance, la sécurité, et nous fait comprendre que le bien-être est celui qui est en rapport avec l'accomplissement total de soi. Quelle est la nature du bien-être? Eh bien, le bien-être est ce qui permet l'accomplissement total de soi. C'est cela qui représente la thèse de l'auteur. Et donc, nous notons, selon John Moelle, le bien-être est ce qui permet l'accomplissement total de l'homme. Puisque lorsqu'on parle d'accomplissement total de soi, il s'agit d'accomplissement total de l'homme. Et cet accomplissement, nous l'avons dit, est à rechercher dans le sens du perfectionnement et de l'amélioration qualitative de l'existence. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, maintenant que nous avons achevé avec l'identification de la thèse, nous pouvons passer aux articulations qui représentent les étapes de raisonnement de l'auteur. Donc, nous devons identifier ces articulations. Et d'entrée de jeu, avant que nous n'effacions, nous avons vu que lorsque l'auteur commence son texte, il s'insurge contre la conception commune du bien-être. Il dit, le bien-être ne saurait donc être ramené à la jouissance de la sécurité. Nous avions noté les indices là. Ça montre qu'il remet en question, n'est-ce pas, la conception commune du bien-être qui réside dans la jouissance de la sécurité. Et c'est cela même qui représente justement la première articulation. Donc à ce titre, je reviens une fois de plus insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'aller dans le texte copier une phrase qui peut servir à titre d'articulation. Il s'agit d'identifier les sous-idées qui y sont contenues et de formuler ces sous-idées-là de sorte qu'elles puissent rendre compte des étapes suivies par l'auteur dans le cadre de l'élaboration de son raisonnement. Donc, nous notons pour notre première articulation que l'auteur remet, n'est-ce pas, en question la conception ordinaire ou commune du bien-être qui réside dans la jouissance de la sécurité, qui réside dans la jouissance, n'est-ce pas, de la sécurité. Donc, il va redéfinir le bien-être comme étant ce qui participe à l'amélioration qualitative de l'être. C'est cela que nous avons appelé l'accomplissement total de soi. Et c'est précisément ce qui représente notre deuxième articulation. Donc, cette deuxième articulation consiste donc à établir que, pour John Moelle, le bien-être ne doit pas être entendu, n'est-ce pas, tel que le pense l'opinion commune. Alors, articulation 2. John Moelle montre, n'est-ce pas, John Moelle montre en quoi l'amélioration, n'est-ce pas, l'amélioration qualitative
de l'être constitue le véritable bien-être. Bien sûr, le véritable bien-être de l'Africain des pays sous-développés. Donc, maintenant que nous avons achevé avec nos articulations, il est question d'élaborer notre problématique qui va contenir, n'est-ce pas, l'idée qui va nous permettre de remettre en question le point de vue de l'auteur du sujet. Alors, cette idée est une sorte de remise en question de la position de l'auteur, c'est-à-dire une orientation dans laquelle vous allez présenter les limites, n'est-ce pas, justement, de son point de vue. Alors, chaque fois que vous vous retrouvez dans une logique où vous devez critiquer l'auteur, il faut toujours partir de ce que l'auteur a dit. Parce que lorsque vous critiquez, il ne s'agit pas simplement d'élaborer une idée que vous allez développer de manière logique. Il faut encore que l'idée que vous développiez présente les limites de ce que l'auteur a dit, que ce soit son idée principale ou que ce soit une idée secondaire. Alors, nous allons éviter d'attaquer de front la thèse de l'auteur du sujet, puisque je vous l'ai déconseillé. Il faut vous appuyer sur les idées secondaires qui sont contenues dans le texte afin de montrer quelles sont les objections que vous pouvez relever contre la position de l'auteur du sujet. Alors, à ce titre, nous allons nous rendre compte que, quelque part dans son extrait, John Moelle dit que celui qui regarde le luxe véritablement humain, celui qui regarde la qualité, de vie comme étant un luxe est un sous-homme et mène une vie d'animal. Eh bien, nous pouvons nous appuyer sur cette sous-idée pour remettre en question le point de vue de l'auteur du sujet et considérer que, eh bien, sa position porte atteinte à l'intégrité de l'homme et à la dignité humaine. Même si, effectivement, certains hommes se trompent pour ce qui concerne le bien-être, nous pensons que John Moelle exagère lorsqu'il dit que ces hommes sont des sous-hommes ou encore qu'il les traite par exemple d'animaux. C'est un peu exagéré au sens où cette exagération porte atteinte à la dignité humaine, c'est-à-dire au respect que mérite la personne humaine. L'homme, qu'il utilise bien sa raison ou pas, est un homme parce qu'en tant qu'il possède la raison, il se distingue fondamentalement de tous les autres êtres vivants. Du fait qu'il utilise mal sa raison, on pourrait le qualifier d'autre chose. Mais dire qu'il est un sous-homme ou dire qu'il est un animal, nous pensons que c'est un peu exagéré et que cette exagération de John Moelle porte atteinte à la dignité humaine, ce qu'on ne peut accepter, quel que soit l'espace et le temps. Donc vous voyez bien que nous partons de quelque chose que dit l'auteur et nous montrons que ce qu'il dit conduit à des conséquences qui ne sont pas acceptables. Et ce sont ces conséquences qui ne sont pas acceptables qui montrent que la thèse de John Moelle, n'est-ce pas, est difficilement soutenable. Alors, il ne reste plus qu'à nous servir de cette idée-là et de formuler notre question qui va montrer comment est-ce que nous pouvons remettre en question le point de vue de l'auteur du sujet. Donc, cela nous donne cette question, mais si on admet que l'homme est un animal supérieur, virgule, alors n'y a-t-il pas lieu, n'est-ce pas, n'y a-t-il pas lieu de penser qu'en traitant certains hommes, donc en traitant certains hommes de sous-hommes, en traitant certains hommes de sous-hommes, virgule, John Moelle porte atteinte à la dignité. John Moelle porte atteinte à la dignité humaine. Voilà. Donc, l'idée principale que nous allons développer
pour présenter les limites de la pensée de John Moeller, va consister à dire qu'il porte atteinte à la dignité humaine en traitant certains hommes de sous-hommes. Raison pour laquelle je vous ai fait comprendre que vous devez toujours partir de ce que dit l'auteur. Donc, voilà élaboré au brouillon vos étapes de l'analyse du sujet et qui peuvent vous permettre d'aller démarrer, n'est-ce pas, maintenant, la rédaction complète de votre devoir sur la feuille de composition. Avant d'achever cette séance, j'aimerais rappeler que pour ce qui concerne cette analyse du sujet, elle vous permet, n'est-ce pas, de rédiger tranquillement votre petite introduction. Nous avons eu des questions et de certains d'entre vous qui ont encore du mal à bien élaborer votre introduction. Dans le cadre de l'élaboration de votre introduction, vous avez 5 étapes. La première étape, c'est la situation de texte. Et nous avons dit dans les séances précédentes que vous pouvez situer votre texte en vous servant de l'idée principale de l'œuvre qui est liée au sous-titre. Et cette idée principale, c'est que John Moeller veut élaborer une théorie humaine du développement. Donc, après votre situation de texte, après votre situation de texte, vous présentez le thème du texte. Après le thème, vous présentez le problème. Après le problème, la thèse. Et après la thèse, la problématique. Voilà les étapes de votre analyse. À ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la situation de texte, je vous suggère une fois de plus de faire un effort de situer le texte en une phrase. Le commentaire de texte scientifique, le commentaire de texte philosophique, pardon, est très scientifique. Donc, procédez de manière méthodique. Évitez d'utiliser 3 phrases. Il y en a même qui utilisent 4 phrases pour situer le texte. Ça devient un peu exhaustif. Prenez une phrase claire, précise, qui permet de situer le texte en vous servant de l'idée générale. Et lorsque vous introduisez les différents éléments que vous avez ici dans votre analyse du sujet, ne vous contentez pas de plaquer ces éléments. Il y en a qui disent, dans cet extrait, le thème c'est ceci. Le problème est de savoir ceci. La thèse c'est cela. Non, il faut utiliser non pas simplement des connecteurs logiques, mais des expressions et des tournures de style qui permettent de garantir la cohérence logique de votre introduction. Je vais faire un exemple exemplaire pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Nous commençons par la situation de texte. Dans son œuvre intitulée « De la médiocrité à l'excellence », le professeur Ebenezer John Moeller se donne pour but d'élaborer une théorie humaine du développement. Point. Vous voyez, faites des phrases simples, sujet, verbe, complément. Ne vous embarrassez pas de tournures qui vont vous compliquer la vie du point de vue de la construction syntaxique. Une fois que vous avez achevé votre situation de texte, vous entamez directement la deuxième étape qui consiste à présenter le thème du texte que vous êtes en train d'étudier. C'est dans cette logique que s'inscrit l'extrait qui requiert notre appréciation, extrait dans lequel il est question du bien-être, point. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Il y a des gens qui me disent le texte qui requiert notre analyse, c'est ceci. Non. Donc, c'est dans cette perspective que s'inscrit l'extrait qui requiert notre appréciation, car il y est question du bien-être. Point. Vous donnez le thème. Après avoir donné le thème, vous passez au problème. Donc, l'analyse et la lecture de cet extrait nous a révélé que John Moeller s'interroge sur la question de savoir quelle est la nature du bien-être. Point. Afin de répondre, vous passez à la thèse, afin de répondre à cette préoccupation ou à cette interrogation, il soutient que le bien-être est ce qui permet l'accomplissement total de l'homme. Ça représente la thèse. Et vous terminez votre introduction simplement par la problématique que voici. Mais si on admet que l'homme est un animal supérieur, alors n'y a-t-il pas lieu de penser qu'en traitant certains hommes de sous-hommes, John Moeller porte atteinte à la dignité humaine? Point d'interrogation. Donc, vous voyez qu'en procédant de manière scientifique, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étapes qui correspondent à 5 phrases dans votre introduction, ce qui permet au correcteur de savoir avec exactitude où est-ce que vous allez et ça vous donne à vous-même le sentiment que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Donc,
Voilà achevé la séance d'aujourd'hui. Comme d'habitude, nous attendons vos questions, n'est-ce pas, sur le site qui s'affiche au bas de votre écran ou sur les numéros qui s'affichent également. Nous espérons que vous allez faire bon usage de cette nouvelle intervention et retrouvons-nous ultérieurement pour une nouvelle planification. Merci. Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte.